Good morning, Excellencies. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes bien reposés et que nous pouvons aborder la première séance technique pour atteindre les ODD. Je suis sous-directeur de la division de l'eau de la FAO et je suis ravie de rencontrer nos partenaires dans l'audience et autour de la table. Nous allons parler de sécurité alimentaire égale sécurité de l'eau. Et avant de vous présenter aux membres distingués de notre panel, j'aimerais évoquer rapidement un peu du travail que nous faisons dans la division des terres et de l'eau de l'FAO. C'est de dire que améliorer la productivité durable avec des utilisations durables de l'eau et de la terre. Nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche espagnol et nous avons une plateforme que nous accueillons depuis le départ la WASAC et pour établir un dialogue sur l'utilisation de l'eau. Par le passé, nous avons établi des directives sur l'utilisation sûre de l'eau en agriculture, l'aquaculture, on l'appelait avec l'OMS, en coopération avec l'OMS, et nous avons préparé un document de discussion concernant la viabilité de cette utilisation agricole de l'eau à tous les égards. Et l'Espagne s'est beaucoup investie dans ce document en donnant son expérience et des chiffres sur les résultats des collectes, etc. Mais la FAO et le MAPA ont conçu ensemble ce symposium de 2 jours de durée où il y aura beaucoup d'orateurs venus d'autour du monde et représentés aussi par des femmes. Nous avons beaucoup de femmes qui vont prendre la parole. Et vous allez voir également des jeunes dans les panels. Il y a des organisations agricoles présentes ici aussi. Et nous voulons discuter, identifier des mesures qui encouragent la performance économique, l'égalité sociale et la durabilité autour des 3 grands thèmes de ce symposium qui sont d'abord la politique, deuxièmement les financements et troisièmement la technologie et les innovations. Donc, je vais directement souhaiter la bienvenue aux membres du panel de la première séance, comment faire une réalité de cette mouvance. Alors, M. Shoni Goldberger est le responsable du ministère de l'Environnement de l'Israël, puis Claudio Batigaloupi, le chef du secteur de l'eau de la division de coopération internationale de l'Union européenne, Madame Teresa Navarro, directrice de l'eau et la durabilité de l'Université de Murcie en Espagne, et Madame Eba Ahmed, spécialiste des ressources en eau et de l'irrigation de la Banque mondiale, qui vient de l'Égypte aujourd'hui. Monsieur Oriol Belliot, responsable du département de projet de la société Suez Agriculture espagnole. Madame Valeria Silvestri, responsable de gestion des infrastructures et de l'eau en milieu rural en Italie, avec notre société sœur espagnole. Et Maria Lajol, qui est le directeur exécutif de la Banque de développement de l'Amérique latine, avec son siège en Espagne. Je voudrais lancer une question, j'en lancerai 2 au total, donc une question aux membres des panels pour qu'ils répondent en 5 minutes parce qu'ils sont nombreux. La première question doit être répondue avant que je lance la deuxième. Et puis des questions-réponses si nous avons le temps à la fin. J'aimerais vous demander donc de vous présenter et de décrire rapidement votre domaine de travail dans votre organisation ou dans votre pays et comment est-ce que vous faites possible l'utilisation des eaux non conventionnelles en agriculture pour atteindre les ODD. Donc en termes de secteur public ou d'organisation internationale ou d'autorité nationale. Je vais demander à Monsieur Shoni Goldberg de parler en premier lieu. Micro, s'il vous plaît. Oui, je suis le responsable du ministère de l'Environnement d'Israël. Et dans le district de Jérusalem, nous avons des problèmes tout autour du pays.
Et je m'occupe de tout ce qui a trait à l'environnement dans mon district. Et ce dont j'aimerais parler, est-ce que je peux commencer? Okay. Now, what I want to talk about is how we took. Comment saisir les opportunités de combattre la rareté. Le schéma que nous avons est le suivant. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres du fond de la salle, mais nous parlons des eaux naturelles qui représentent la moitié de la consommation en eau. C'est un problème parce que la population augmente en Israël de 2% par an. C'est un taux de croissance exceptionnel parmi les pays développés. Et nous constatons que pendant les 60 dernières années, la population a augmenté de 2 à presque 9 millions de personnes. Et cela continue. Il faudra donc faire quelque chose parce qu'il y aura de plus en plus de demandes d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé un système de gestion en pensant à une offre durable, en obtenant de l'eau non conventionnelle et en affectant les eaux traitées à un emploi agricole. Cela était un objectif national. Ce que nous avons fait pour relever ce défi était de développer, de construire des infrastructures sur tout le territoire d'Israël, de nombreuses stations d'épuration d'eau usées, et il y a plus de 500 millions de mètres cubes et presque 93% est collecté et soumis à un traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce traitement est tertiaire. Donc, pour une moitié, pour l'autre moitié, c'est un traitement secondaire. C'est important parce que le traitement tertiaire permet d'utiliser l'eau résultante presque sans limite. Et pour le secondaire, oui, il y a une limite. On ne peut pas tout arroser avec les eaux secondaires. Donc, il faut que tout arrive au tertiaire. En ce moment, nous utilisons environ 86% d'eau usée. C'est un pourcentage qui a tendance à augmenter. Je crois que c'est le chiffre le plus élevé au monde. Le grand changement, c'est que par nouvelle eau, c'est-à-dire que ce que nous voulons dire, c'est que l'eau est fabriquée dans 5 usines de dessalage et nous occupons de gérer au mieux nos eaux. Il y a des réglementations très strictes. Il y a plus de 37 paramètres que nous contrôlons au niveau de l'eau. Et le principe sur lequel nous travaillons, c'est que tous les consommateurs doivent payer pour l'eau qu'ils utilisent. Et de nombreux investissements en infrastructures sont nécessaires. Le gouvernement s'y attelle. Dans les années récentes, nous avons déployé un effort d'inspection pour vérifier la performance. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est vraiment très important et c'est une contribution énorme dans ce domaine. Je vais inviter maintenant Claudio Garcigalupi pour vos réflexions à partir de l'Union européenne. Tout d'abord, merci d'avoir organisé cette rencontre entre la FAO et le gouvernement espagnol. Je suis Claudio Garcigalupi, responsable des ressources en eau à la direction de la coopération de Bruxelles.
Mais je voulais vous demander, est-ce que vous savez quel est l'organe juridique le plus ancien de l'Europe qui continue de travailler et de fonctionner? C'est une question que seuls les Espagnols savent répondre. C'est la Cour de l'eau de Valencia. C'est l'institution la plus ancienne de l'Europe qui gère l'eau et qui vient du XIe siècle. Mais en Europe, la question de l'eau a toujours été centrale pour toutes les activités économiques. Ce que nous faisons à la DEFCO, donc dans ma direction, c'est essentiellement de gérer et de généraliser les questions de l'eau et de l'assainissement à l'échelle mondiale, donc dans tous les continents, et avoir une compréhension des soucis autour de l'eau. Parce que l'eau, il y a 2 jours, j'étais dans une discussion politique très intéressante sur la valeur de l'eau, parce que nous ne devons pas oublier une autre dimension de l'eau dont on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est une question politique. L'eau, en particulier en Afrique, est partagée. Elle ne dépend pas de la volonté d'un pays ou d'une ville. 90% des eaux africaines, mais ceci est vrai aussi en Asie ou en Amérique latine, sont des eaux partagées, qui sont des eaux internationales. Et de ce fait, elles doivent être traitées à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous avons à la DEFCO 2 discussions, l'une à un niveau politique et l'autre à un niveau technique. Au niveau politique, nous savons que la coopération transnationale en matière d'eau est indispensable. Les pays développent leurs activités, que ce soit industrielles ou agricoles ou urbaines, mais la plupart des pays utilisent de l'eau qui a déjà été utilisée ou qui a traversé en tout cas d'autres pays ou d'autres régions du même pays. Comme au Brésil ou en Argentine, il y a des provinces qui sont indépendantes dans l'utilisation de l'eau. Et tout cela doit se traduire en accord politique commun qui, par la suite, se transforme en accord technique, si vous voulez. Donc c'est une partie très importante que nous soulignons. Nous encourageons, par exemple, l'utilisation de conventions de l'eau depuis 1992 au niveau des Nations Unies, comment utiliser les eaux transnationales, comment mettre d'accord les pays sur l'utilisation des eaux transnationales. Et c'est très important parce que sinon les pays ne peuvent pas tenir compte des besoins de l'autre et l'utilisation de l'eau peut créer des conflits. Pour évoquer un exemple du Nil ou du Mekong, il y a des cas partout. Mon collègue de droite en Proche-Orient sait que l'eau est très importante, elle est essentielle, elle est une cause de tension politique aussi, parce que les problèmes techniques acquièrent très vite une dimension politique. Voilà une des choses que nous faisons. L'autre chose est très liée à ce qu'on a déjà dit, donc le lien entre la performance dans l'utilisation de l'eau, dans les activités pour le développement, donc le lien entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, qui sont tous très liés à l'eau. Alors, ce dont nous parlons aujourd'hui, la Commission a plusieurs outils de mise en application, donc que ce soit le support budgétaire ou des activités de développement ou des financements mixtes. C'est un sujet de discussion pour aujourd'hui. C'est la façon de maximiser l'utilisation des fonds semences fournis par l'Union européenne et comment les faire augmenter afin d'aider à la mise en application ou de développement d'infrastructures ou d'investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous avons plus de 140 délégations et c'est une question
politique exige une cohérence donc entre les diverses politiques en matière d'eau et d'assainissement. Je crois que mon temps est sans doute fini et je vais m'arrêter ici. Merci Claudio. Je vais inviter Madame Teresa Navarro pour s'exprimer. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs, tant l'FAO comme le gouvernement d'Espagne, de me donner l'occasion de parler au nom d'une université modeste à l'échelle, et qui est d'échelle régionale, mais ancrée dans une région comme celle de Murcie, qui, depuis toujours, dirais-je, souffre une rareté de cette ressource essentielle et qui donc a toujours lutté pour voir comment est-ce qu'on peut valoriser au maximum les rares ressources dont nous avons, quand en plus on a des terres fertiles très productives. La région de Murcie produit 2,5 millions de tonnes de produits agricoles par an. Donc c'est une région, un enclave dans le sud-est qui est frappée par le manque de ressources, mais en même temps une productivité agricole très importante. Je suis professeur à l'université de Murcie, de la chaire d'eau et de durabilité, et donc je représente la sphère de l'académie qui est très importante parce que nous développons les études, la recherche, le transfert de connaissances et la liaison avec les pouvoirs publics, les entreprises, le secteur privé et bien sûr la société qui, dans le domaine des ressources non conventionnelles, est tout à fait essentielle parce que nous devons briser nombre de barrières concernant l'utilisation, la consommation, par exemple, de produits qui ont été arrosés. Donc on consomme frais qui ont été arrosés avec des ressources non conventionnelles. Je voulais souligner le parcours de cette région de l'université pour faire l'étude de ce grand enjeu de bien administrer ces ressources rares. Je vais complémenter la contribution de l'orateur précédent pour dire que dans notre région, la ressource eau est tellement importante et le secteur agricole tellement important qu'avec la Cour des eaux de Valence, nous avons une organisation semblable. C'est le Conseil des hommes bons. C'est un conseil constitutionnel reconnu comme un tribunal et qui est un patrimoine intangible de l'humanité et qui s'occupe depuis de longs siècles de régler les disputes, les litiges pour ce bien rare et précieux dans la région de Murcie. Entre les différents agriculteurs, nous avons donc une longue expérience, donc l'irrigation dans la région de Murcie traditionnelle qui provient de l'époque romaine. Et à l'université, nous avons toujours suivi avec beaucoup d'attention ce patrimoine que nous avons. Nous avons essayé de l'étudier, de le valoriser, de conseiller les pouvoirs publics dans ce domaine, notamment en matière de réutilisation. Le gouvernement régional de Murcie a développé dans les années 2000 le plan général d'assainissement et récupération avec le soutien important de l'université. Et en ce moment, la réutilisation des eaux, 98% de la population bénéficie de traitement d'épuration et 99% de ces eaux sont réutilisées. Je crois que la contribution académique d'études et de recherche et de diffusion des connaissances et de liens avec la société peut jouer un rôle vraiment très, très important. Merci beaucoup. Je crois que c'est très important d'avoir l'optique de l'académie. Et maintenant, je vais demander à Madame Eba Ahmed de la Banque mondiale de partager ses réflexions aussi. Je m'appelle Eba Ahmed, je suis spécialiste des ressources en eau et irrigation. Je travaille au Caire et je m'occupe de la région du Maghreb et du Proche-Orient. La banque propose des crédits et l'assistance technique aux pays de la région pour répondre aux crédits, pour partager les eaux, les augmentations de la population qui augmente la pression d'eau, l'expansion économique, etc. Donc la banque, dans l'actualité,
travaille dans les pays pour les aider en fournissant, par exemple, puisqu'on parlait de solutions non conventionnelles, en Égypte, nous avons un programme d'1 milliard de dollars pour la réutilisation des eaux usées. C'est la Banque mondiale. Et il y a aussi une prestation de services. Nous encourageons le gouvernement à optimiser le financement du développement, et notamment cela concerne le financement du secteur public. Et on exige une reddition des comptes de la part des autorités. Nous faisons également des financements mixtes en Jordanie pour la modernisation de l'irrigation, en fournissant l'assistance technique et fournir les connaissances nécessaires et faire un transfert de connaissances au gouvernement. Ce qui est important pour promouvoir cet agenda, c'est la volonté politique et l'appui des gouvernements, des institutions et de la réglementation. Nous essayons de le soutenir quand, par exemple, une partie du secteur ne peut pas bien fonctionner dans un pays. Nous essayons de donner un support pour voir quels sont les besoins, pour soutenir, pour épauler les pays. Nous avons donc des missions en Jordanie. Nous avons de bons modèles au Maroc. Et au niveau réglementaire, en Égypte, nous essayons d'aider les compagnies de services publics à améliorer leur cotation, donc leur solvabilité, pour pouvoir se financer sur les marchés financiers, mais avec la participation du secteur public aussi. Voilà ce que nous faisons. Pour le secteur privé, nous avons Suez, un champion dans le monde. Voilà, comment est-ce que vous pouvez donc aider le monde en développement? Eh bien, merci beaucoup, Sacha. Je remercie aussi la FAO et le MAPA d'organiser cet événement et de nous avoir invités. Comme cela a été dit, nous essayons de représenter les opérateurs privés délégués par des entités et des autorités légales. Nous sommes présents dans 80 pays dans le monde. Donc, vous pouvez imaginer tous les cas d'utilisation d'eau. Je vais essayer de me concentrer sur des cas espagnols et d'Amérique latine, compte tenu du public. En Espagne, comme cela a déjà été dit, mais je vais essayer de renforcer le message du ministère, parce que seulement 2 pays dans le monde se trouvent dans les 2 classifications en tant que eau utilisée en tant que volume et pourcentage d'eau usée utilisée. Il s'agit de l'Espagne et d'Israël. En Espagne, on utilise 1 million de mètres cubes par jour, ce qui est l'équivalent d'une grande ville de 5 millions de personnes, et parallèlement, nous sommes parmi les 5 premiers, et cela représente aussi 20% des eaux usées qui sont traitées. C'est pas Israël avec 86% dont on vient de nous parler, mais nous restons quand même parmi les 5 premiers pays au monde à cet égard. Bien, ce cadre ayant été planté, et comme cela a été dit par la collègue de Murcie, 86% de ces expériences en eau usée se trouvent dans le bassin méditerranéen, la Catalogne, Valencia, Murcie et l'Andalousie. Il s'agit là d'expériences qui ont été lancées au début des années 80, même avant un cadre ou une directive européenne poussée en avant, et cela ajoute aussi de la valeur aux cultures, puisque nous sommes aussi un pays largement exportateur de produits agricoles. Bien, au niveau de ce marché des eaux usées, eh bien, nous, Suez, nous sommes à la tête de 30% environ de ces expériences. Nous utilisons environ 100 millions de mètres cubes par an uniquement en Espagne. Cela nous aide à réaliser notre engagement vis-à-vis des ODD, pas seulement le numéro 2 qui consiste à éliminer la faim, mais aussi
notre engagement vis-à-vis de l'ODD numéro 6, qui est garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Le 13 aussi, qui est l'action sur le climat. L'année dernière, il y a eu 70% de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre dans nos usines de traitement. Comme le professeur l'a dit, parfois, beaucoup de projets de réutilisation proviennent de la réduction de dépenses des opérateurs, ce qui nous ramène donc aussi à l'énergie hydraulique. Le titre est l'eau. Le professeur Kalaniti a déjà parlé des fertilisants. Nous utilisons 1 million de mètres cubes par an, mais nous réutilisons aussi en Espagne 150 000 tonnes de biofertilisants pour l'agriculture. Si nous ajoutons l'Amérique latine, par exemple notre expérience au Chili, ce que nous appelons les bio-usines, dans notre secteur pachydermique, eh bien, nous avons déjà adopté ce genre d'usine et nous retraitons et nous réutilisons 150 000 tonnes par an au Chili. Voilà pour ce qui est du point de vue de l'opérateur. J'aimerais maintenant lancer un débat aussi sur le point suivant. Moi, je suis dans une filiale qui s'appelle Suez Agriculture. Et si l'on voit tout cela du point de vue donc de l'agriculture, ces chiffres impressionnants sont moins impressionnants. Pourquoi? Parce que, avec la puissance que j'ai décrite, nous ne pouvons parvenir qu'à 10 000 ou 15 000 hectares en Espagne, ce qui ne représente que 0,5% des terres irriguées en Espagne. Donc, du point de vue de l'eau, c'est une belle expérience, mais du point de vue de l'agriculture, cette expérience n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. En ce qui concerne les technologies, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque le professeur a parlé de toutes les technologies, mais j'aimerais mettre en lumière le point suivant. Pour nous, l'innovation au XXIe siècle en matière d'eau purifiée doit venir de la numérisation. Ce sont les instruments que nous sommes en train de mettre en œuvre parce que lorsque l'on se rappelle des diapos du professeur Kalaniti, l'eau n'est pas un secteur particulièrement scientifique, mais si l'on voit toutes ces innovations, tous ces instruments, la numérisation, etc., eh bien, on ne peut pas arriver à une gestion intelligente de tous ces systèmes complexes sans la numérisation. Nous avons élaboré des instruments concernant les initiatives du cadre mondial, concernant des initiatives de l'Union européenne, des algorithmes complexes sur le coût marginal, sur la demande, sur le coût de l'eau, etc., Et bon, bien sûr, il ne faut pas oublier la gestion intelligente qui doit passer par la numérisation. Eh bien, je vous poserai tout à l'heure une question à ce propos, mais avant cela, j'invite Madame Valeria Silvestri à prendre la parole. Bonjour tout le monde, bonjour Sacha, merci de m'avoir invité. Je suis ici au nom de Monsieur Raya Triki, qui est le directeur de la division institution de l'IFAD. Et nous offrons notre soutien à tous les projets et à tous les programmes sur les 5 continents où la FIDA travaille. Donc, il s'agit là d'une agence des Nations Unies spécialisée dans la petite agriculture et dans le développement rural. Et par ailleurs, nous sommes aussi une institution financière internationale qui offre au gouvernement le financement nécessaire pour faire des investissements durables dans la sécurité alimentaire et en matière de nutrition. En ce qui concerne le programme à l'horizon 2030, nous sommes engagés pour parvenir donc aux ODD sur l'élimination de la faim et sur d'autres ODD aussi. Et donc, tous ces ODD se trouvent dans nos programmes et dans nos projets ainsi que dans nos investissements. Et nous travaillons au niveau du genre, du changement climatique, la nutrition et la jeunesse également. Donc, au niveau de la FIDA, nous nous occupons des populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui normalement travaillent dans le secteur agricole. Et
essayons donc de faire en sorte que ces agriculteurs puissent vivre de leur travail. Et dans l'agriculture, l'eau est absolument essentielle pour améliorer les moyens de subsistance de toutes ces personnes-là. La demande d'eau augmente dans tous les secteurs et la disponibilité de l'eau et d'eau de qualité se réduit. Donc il existe un risque pour ces petits agriculteurs d'être ignorés. Bien sûr, nous nous intéressons aux sources conventionnelles et non conventionnelles. Cela se trouve au cœur de nombreux investissements. Et d'ailleurs, dans les projets, dans les programmes approuvés entre 2013 et 2015, plus de 10% des investissements visaient l'eau. La plupart des projets visaient l'eau dans l'agriculture. Eh bien, les objectifs poursuivis sont l'accès à l'eau, donc renforcer l'accès à l'eau des petits agriculteurs et de la population rurale, renforcer aussi l'utilisation rentable de l'eau afin d'accroître les avantages et la participation des pauvres et la conservation de l'eau. Donc, ces investissements permettraient donc de rendre ces agricultures plus durable. Nous participons aussi au cadre de la WASAG qui a été présenté ce matin par Madame Danielle Gaillard. Et aussi, nous participons aussi à des travaux sur les mécanismes de financement. Et nous faisons partie d'un groupe de travail à cet égard. Nous avons développé un cadre pour débloquer des fonds pour l'agriculture. Donc, il s'agit de financement dont M. Batsigal a parlé précédemment. Cela se base sur 3 piliers qui sont connectés. Imaginons donc un triangle avec 3 piliers. Le premier sont les activités mises en œuvre par les petits exploitants agricoles. Ces activités souterraines sont des activités agricoles, agriculture, irrigation, élevage. Ce sont donc des activités mises en œuvre par les agriculteurs pour permettre à ces agriculteurs de se développer. Eh bien, il faut réduire les risques parce qu'il y a risque de se lancer dans de nouvelles technologies, par exemple les ressources en matière de ressources non conventionnelles. Donc il y a une stratégie de réduction des risques et ça c'est le deuxième pilier de ce cadre. Enfin et surtout, il y a les mécanismes de soutien financier parce que tout cela doit être financé pour que ces activités, ces instruments puissent être mis en œuvre par le biais de mécanismes de garantie. Tout ceci doit être bien précis parce que dans les populations rurales, quels sont les groupes objectifs, quels sont leurs problèmes, leur environnement, parce que nous ne pouvons pas leur donner les dernières technologies en matière d'irrigation, par exemple, s'ils travaillent sur des terres non irriguées. Voilà donc ce que nous faisons pour aider les agriculteurs à se développer. Bien, j'invite maintenant Madame Maria Lahore de la CAF à prendre la parole. Merci beaucoup, Sacha. Je remercie la FAO également. Je vais passer à l'espagnol parce que je suis moi-même espagnole et pour moi c'est assez bizarre que de prendre la parole en espagnol alors que je me trouve en Espagne. Je remercie donc les organisateurs d'avoir invité la CAF, la CAF.
Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, la CAF est une banque de développement en Amérique latine composée de 17 pays, plus l'Espagne et le Portugal. C'est la raison pour laquelle je travaille ici dans ce bureau. C'est une banque qui finance traditionnellement des infrastructures, par exemple des routes, des ports, des aéroports et les énergies. Mais ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur le portefeuille des eaux. Nous sommes l'un des principaux bailleurs de fonds en matière d'eau et d'assainissement avec un portefeuille de 3 milliards de dollars. Près de 13% de notre portefeuille de prêts se concentre sur l'eau et l'assainissement. Qu'est-ce que cela traduit? Eh bien, cela traduit l'importance accordée à l'eau par ces pays-là. Lorsque l'on parle d'Amérique latine, on a parlé beaucoup d'Afrique précédemment et du Moyen-Orient, mais en Amérique latine n'est pas en général une région dont on parle beaucoup lorsque l'on évoque la pénurie d'eau. Néanmoins, les pays ont travaillé d'arrache-pied. Le problème de l'Amérique latine, ces grands défis, c'est que l'eau est très mal distribuée en Amérique latine. Au Pérou, par exemple, l'eau se concentre à l'est, à l'est, oui, du pays, tandis que la plupart de la population et les activités agricoles se concentrent sur la côte qui se trouve à l'ouest. Donc, très souvent, lorsque nous poursuivons les ODD et les efforts qui ont été réalisés au niveau des infrastructures en eau, nous ont mené à nous demander très souvent comment conduire l'eau là où on en manque pour satisfaire la demande. Enfin, l'Amérique latine, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est concernée aussi par les grands défis du changement climatique, de l'augmentation de la population et donc l'augmentation de la demande agricole. Et bien là, il faut trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. L'agriculture en Amérique latine représente 5% du PIB et consomme un pourcentage très élevé de l'eau. Il va y avoir une forte augmentation de la population. En 2050, on estime que 70% de la production agricole va devoir augmenter, ce qui représente des pressions au niveau des ressources en eau. Et la CAF travaille sur la façon d'affronter, de relever ces défis. La CAF travaille avec les pays au niveau des bassins et de façon intégrale. Nous essayons de planifier de façon intégrale ces ressources en eau. Lorsque nous parlons de politique publique, la CAF a travaillé avec la Banque mondiale à propos d'un guide sur l'utilisation des eaux usées dans le cadre de l'économie circulaire et pour informer les pays des besoins de ces politiques publiques favorisant les ressources. Dans le point suivant, je parlerai davantage des barrières qui peuvent s'ériger dans la région pour adopter la réutilisation d'eau non conventionnelle. Et j'aimerais souligner brièvement les principales limitations. Manque de réglementation, manque d'intérêt politique très souvent. Parfois au Costa Rica, lorsque l'on parle de traitement de l'eau, on nous dit « mais on a de l'eau douce ». Donc il y a un manque d'intérêt politique. Il faut travailler avec les pays au niveau de la sensibilisation afin qu'ils se rendent compte que l'économie circulaire doit être la solution. Nous avons travaillé avec les pays au niveau des politiques publiques. Nous favorisons le dialogue par l'organisation de rencontres, de missions avec des fonctionnaires publics, par exemple à Murcie, pour connaître les problèmes et trouver des solutions à la pénurie d'eau agricole. Et au niveau du financement, dans les utilisations non conventionnelles de l'eau, nous avons un projet au Venezuela pour récolter l'eau de pluie. Et au niveau de l'irrigation, nous avons un portefeuille de 500 millions de dollars. En ce qui concerne l'innovation, nous offrons nos conseils en matière de technologie, surtout des technologies permettant d'utiliser moins d'énergie et que les solutions soient moins coûteuses
et avec une plus grande efficacité agricole. Voilà, j'en resterai là pour l'instant. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à ajouter. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous ont parlé des défis. Donc, ma prochaine question est la suivante. Si vous vouliez parler d'une ou deux opportunités, quelles seraient les opportunités en matière d'utilisation non conventionnelle dans l'agriculture? Shoni a la parole. Eh bien, en premier lieu, lorsque l'on parle d'eau non conventionnelle et de leur utilisation, on parle en général des eaux usées. Pour un environnementaliste, eh bien, il est évident qu'on ne peut pas ne rien faire. La contamination la pollution est un très grand problème. Il est beaucoup plus difficile de nettoyer un aquifère que de ne pas polluer. Ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que tous les pays ou régions devraient avoir un système de gestion intégrée des ressources en eau. C'est très important. Je dis maintenant ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Nous devons faire en sorte que ce programme soit adapté à chaque région. On ne peut pas simplement copier un bon plan qui a bien marché quelque part ailleurs. Ce n'est pas suffisant. Il faut l'adapter. Je pense qu'il y a quelques lignes directrices qui sont très importantes au niveau de la gestion des ressources en eau. Il faut qu'il y ait de très bonnes réglementations. Si on n'a pas de bonnes réglementations en place, on ne peut pas faire de bons investissements en infrastructure. Il n'y a pas de stabilité. S'il y a une bonne législation en place, et si on a établi les paramètres, alors on peut obtenir des investissements dans des sites de traitement d'eau. Ce sont là des investissements vraiment très sûrs, très stables. Ça, c'est un point dont il faut se rappeler. En Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs doivent payer l'eau qu'ils consomment. Je sais que c'est un problème dans certaines régions, mais je pense que l'idée est importante, que celui qui consomme paye. Et ce que l'on obtient en retour est important aussi. Parce qu'on obtient une stabilité au niveau de la quantité, aussi de la qualité de l'eau. Je pense donc à l'agriculture, aux populations croissantes, à la pollution qui ne fait que croître aussi. Autre point qui a déjà été mentionné, qui est très important aussi pour Israël, ce sont les nouvelles technologies. Nous travaillons d'arrache-pied sur ces nouvelles technologies. Nous avons réalisé de grands investissements au niveau de l'économie en eau, par exemple l'irrigation au goutte à goutte, etc. Le dessalage aussi, le traitement des eaux usées. Il y a de bonnes technologies, de bons moyens de gestion qui sont en place. Il y a aussi des systèmes informatisés qui nous permettent d'être beaucoup plus efficients. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, donc adapter les solutions à chaque région pour une bonne gestion intégrée des ressources. C'est le dernier point sur lequel je souhaitais insister. Bien, Monsieur Bassigalupi. Eh bien, malheureusement, je dois reparler de l'environnement politique afin de mieux comprendre ce que nous avons en tête du point de vue technique. Vous savez quelle est notre situation politique en Europe. Nous attendons que la nouvelle Commission européenne soit acceptée par le Parlement européen après les élections. Mais, néanmoins, cela devrait se produire début décembre. Donc ce n'est plus qu'une question de jours. Mais pour l'instant, le président élu de la Commission, la présidente, Mme von der Leyen, a déjà dit ce qui va se passer dans les années à venir à l'échelon européen, mais aussi au niveau de l'action externe, c'est-à-dire le domaine dans lequel je travaille. La présidente de la Commission a annoncé les priorités, ce qui sera important dans les années à venir pour l'Union européenne.
Il y a un premier pilier qui est le Green Deal, l'accord vert. Ça, c'est très important pour nous. C'est lié à l'utilisation des ressources naturelles et en particulier de l'eau. Donc, ce Green Deal vise fondamentalement une économie neutre en carbone en Europe, mais aussi l'économie circulaire en Europe, c'est-à-dire comment réutiliser pour le mieux toutes les ressources naturelles. Ensuite, il y a une autre priorité qui est liée à la migration, à la paix, à la sécurité. De nouveau, cela est utilisé à l'utilisation des ressources en eau parce que, compte tenu du changement climatique et des situations de crise que connaissent diverses régions dans le monde, eh bien, là aussi, on dépend de la disponibilité des ressources en eau et de l'utilisation de ces ressources. Donc, dans cette deuxième priorité, on peut voir également les problèmes de l'eau. Et ensuite, il y a la création d'emplois. De nouveau, c'est européen, mais c'est aussi une dimension externe dont nous devons nous occuper parce que la création d'emplois est aussi extrêmement liée à l'utilisation de l'eau. UN Water a entrepris une analyse il y a quelques années disant que un poste sur 3 dans toute l'économie mondiale dépend de l'eau. Accès à l'eau, distribution de l'eau, assainissement, etc. Donc l'eau est toujours présente dans toutes les activités de l'être humain. Donc ce pilier est présent également. Il y a un autre pilier qui est la numérisation. La numérisation va être une priorité de la Commission et nous essayons aussi de comprendre comment cette priorité peut se traduire en actions de développement dans les pays moins développés. Ensuite, dernier point, la gouvernance. Sans gouvernance, évidemment, ces priorités ne peuvent pas être gérées. On a parlé tout à l'heure des eaux transfrontalières. En ce qui concerne les points techniques maintenant, bon, là, je viens d'énoncer des priorités politiques qui sont indispensables. On ne peut rien faire sans un engagement politique, mais tout cela doit être traduit ensuite dans la pratique, dans des actions de développement ou dans des activités liées à l'agriculture et à l'utilisation de l'eau en général. Et cela va être réalisé, par exemple, au niveau du cadre politique, de l'économie circulaire, des énergies durables. Ça aussi, c'est un point très important. C'est un problème qu'il faut traiter. Comment mieux utiliser l'eau pour produire de l'énergie. C'est le deuxième secteur le plus important au niveau de la consommation, enfin de l'utilisation de l'eau après le secteur agricole. Ensuite, au niveau urbain, dans les décennies à venir, ce point-là va être très important en Afrique. Il y aura énormément de villes de plus de 10 millions d'habitants. La population augmente énormément, elle explose en Afrique. Et c'est là où les situations urbaines, et c'est lorsque les situations urbaines ne sont pas encore tout à fait développées que nous pouvons intervenir. Il y a un cadre régulatoire complexe qui peut aider à mieux utiliser ou réutiliser les eaux. Il y a des mécanismes financiers aussi qui doivent soutenir tout cela. Donc il faut intégrer tout cela dans ce qui existe déjà. Dans de grandes agglomérations urbaines comme Nairobi par exemple ou d'autres, il est moins facile d'intervenir alors qu'il est beaucoup plus facile de le faire et nous avons encore le temps lorsque le système est encore embryonnaire. C'est à ce moment-là que nous pouvons introduire des modifications dans la façon dont nous utilisons les eaux. Voilà, pour l'instant, je vais m'en tenir là. La professeure Navarro a la parole maintenant. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que l'objectif principal, l'opportunité
principal que représente l'utilisation de ressources non conventionnelles est l'incorporation d'un vieux concept que l'on utilise dans le droit des eaux et dans la gestion et la gouvernance des ressources en eau. Il s'agit de l'incorporation dans cette gestion intégrale de la gouvernance coordonnée des ressources en eau, de la terre et des autres ressources pour parvenir à un développement socio-économique durable. Alors, l'opportunité principale de l'utilisation des ressources non conventionnelles est d'incorporer à cette gestion intégrale des ressources en eau l'économie circulaire. L'économie circulaire, on en a déjà parlé, mais attention, il faut faire attention au point suivant. À l'échelon européen, nous pouvons fixer, à partir de la directive de 2008, certains critères. Donc, nous avons misé de façon décidée, mais nous devons élargir cette circularité. Il est très important de tenir compte du fait que l'économie circulaire ne représente pas seulement l'utilisation des produits et des matériaux, comme si ces ressources sont limitées. Il faut utiliser et appliquer ces mêmes critères en les appliquant aux ressources en eau. Alors, voici les objectifs qui constituent des défis pour moi. La réglementation, pour moi, est essentielle. Nous ne pouvons pas généraliser. En matière de cadre réglementaire, il faut parler de pays ou de régions. De façon large, l'Espagne dispose d'un cadre réglementaire clair qui a permis la réutilisation des ressources, un cadre de 2007. Et grâce à ce cadre, les politiques publiques sont claires par rapport aux utilisations permises, non permises, les responsabilités, etc. Donc, lorsque l'on a un cadre réglementaire clair, eh bien, on peut aller de l'avant. À l'échelon européen, nous avons une proposition de règlement de la Commission qui a été adressée au Parlement et au Conseil. Nous espérons qu'il y aura une approbation de cet instrument dans les mois à venir. Bref, nous avons un nouveau cadre réglementaire européen qui va avoir une incidence sur l'Espagne. J'aimerais parler des défis de la nouvelle réglementation européenne. Elle se concentre sur l'utilisation des ressources en eau pour l'agriculture uniquement. Nous avons un cadre beaucoup plus développé parce que notre règlement envisage 5 utilisations urbaines, industrielles, environnementales, agricoles. Alors, nous allons transposer le règlement le moment venu. Et est-ce que le cadre espagnol va y gagner? Je pense qu'il faut modifier le règlement espagnol, profiter de cette occasion et faire un pas de plus. Et là, nous avons des défis à relever. La réglementation espagnole va donc devoir changer pour introduire des concepts importants. On l'a déjà dit ce matin ici, il s'agit d'épuration et de régénération qui vont ensemble. Une bonne régénération exige une épuration de qualité préalable avec un niveau avancé. Je crois qu'à ce sujet, en Espagne, et pour être concret, et au niveau du territoire, nous devons saisir cette occasion pour faire un pas plus loin et pour incorporer l'utilisation des ressources en eau. Nous utilisons en plus un service public qui inclut la gestion des services urbains de l'eau, c'est-à-dire devenir un service public et pour ce faire, créer des organes supérieurs au plan local qui sont ceux qui ont les compétences d'approvisionnement et d'assainissement. Donc il faut faire un pas plus loin. Il y a des zones du territoire national qui ont avancé à cet égard, mais dans d'autres régions, non.
et on continue de ne pas appliquer la directive sur les eaux usées. Je crois que c'est un moment important pour donner un essor à cette question et pour créer un service public qui intègre la gestion conjointe et coordonnée non seulement de l'épuration, mais aussi de la réutilisation. Voilà quels pourraient être les grands enjeux du point de vue juridique de l'utilisation des eaux non conventionnelles en Espagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour et les réflexions de la Banque mondiale, surtout au Moyen-Orient. Oui, quand on parle d'économie circulaire, c'est passer de problèmes à des solutions pour développer, par exemple, des approches de districts hydrographiques. Quant aux réglementations, pour voir quelle est la meilleure manière d'optimiser ces ressources et d'encourager cette récupération. Les technologies innovantes sont indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes. On a besoin aussi d'une réglementation qui permette une sensibilisation, notamment de l'importance de l'économie circulaire, qui est tout à fait indispensable dans notre région, ainsi que parvenir à ce que les institutions et les gouvernements se sensibilisent à ces réalisations. Donc voilà, en résumé, ce qui nous semble fondamental. Monsieur Bello, s'il vous plaît. Ça marche? Oui, ça marche. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur l'Espagne et le bassin méditerranéen, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Les bonnes news, c'est que ces chiffres se maintiennent stables depuis 20 ou 25 ans. Mais c'est une mauvaise nouvelle en même temps. C'est parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles expériences ou de nouveaux déploiements pendant les années récentes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de réclamation non plus, donc la technologie fonctionne, l'évaluation des risques fonctionne et le cadre peut être amélioré, bien sûr, mais nous l'avons établi il y a 20 ans, il y a des professeurs ici qui le savent, les soucis à l'époque étaient la technologie, le cadre, la qualité, etc. Donc on a déjà fait un bout de chemin. Mais pour lancer plus loin ces expériences, nous nous heurtons à la difficulté de comment marier l'offre et la demande. Parce qu'il y a des coûts de transport. En Espagne, les meilleures attributions, c'était les cultures très rentables. Mais là, on avait déjà pris en compte les eaux non conventionnelles. Donc, c'est difficile d'avoir une expansion dans notre pays. Cependant, en Amérique latine, nous voyons de belles initiatives, mais malheureusement, elles sont souvent provoquées par les dérèglements climatiques et par des catastrophes humaines, comme par exemple, il y a des initiatives privées, parce que les aides publiques ou les politiques agricoles vont réduire les aides. Il y a des agriculteurs en Mexique, par exemple, en viticulture ou autre culture rentable, développent des infrastructures pour capter des eaux à 90 km avec des coûts énormes. Il y a des projets qui sont lancés d'une façon très individuelle et qui ne sont pas peut-être les meilleurs que l'on pourrait concevoir, mais comme l'a dit Maria, nous pouvons voir des bassins de l'eau comme la vallée de l'Ica, dont on ne peut extraire plus d'eau. Il y a aussi des initiatives privées ou des industries alimentaires qui font des enchères pour traiter les eaux usagées pour l'irrigation, et c'est 100% privé. Et nous voyons des offres de 10 centimes, 20 centimes. Donc il y a des initiatives dans ce sens au Maroc aussi. Il y a le projet de Stuka, donc d'eau de mer, et l'utilisation à Agadir. Donc voilà certaines initiatives. Cependant, je crois que pour aller plus vite, pour passer à la vitesse supérieure, nous devons placer le client final dans le centre, l'agriculture.
parce que si on le fait dans le modèle Canva, nous devons leur demander quelles sont les qualités requises pour ne pas avoir de désadaptation entre les projets d'investissement, parce que sinon on traite l'eau pour la nettoyer, qu'après ils vont acheter des fertilisants, mais ça ne sert à rien. Donc ils doivent traiter les nitrates, les phosphates d'une façon très contrôlée. Nous devons donc placer le client au centre de la discussion. Il doit comprendre très clairement les avantages de la purification des eaux usées. Quant aux choses, les avantages qu'on pourrait leur dire, il y a des dizaines qui me viennent à l'esprit. La matière organique, le meilleur comportement de l'humidité dans le sol, la productivité, l'amélioration des récoltes, des économies de coûts, l'économie circulaire, tous sont des atouts. Mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, si tout le monde connaît ces atouts. Et pour finir, il ne faut pas oublier, parce que ceci a été dit par la représentante du ministère, nous avons encore des devoirs à faire dans la filière agricole. Changer les cultures, peut-être donc avec de meilleurs rendements, avec moins d'intrants, les aliments intelligents. Nous voyons par exemple les cultures traditionnelles méditerranéennes comme l'olive ou l'amande, etc., qui consomment beaucoup moins d'eau. Et l'irrigation goutte à goutte, parce que encore 80% des surfaces irriguées ne sont pas modernisées. Nous avons en Espagne 60% de surfaces adaptées seulement, et puis des technologies intelligentes en matière de satellites, capteurs, etc., qui doivent être utilisées en agriculture afin de réduire, comme on l'a fait en Espagne, cette consommation en eau de 80% par l'agriculture, environ 65%. Je n'aime pas trop parler de consommation de l'agriculture. C'est une utilisation de l'eau, parce que l'agriculteur, il va prendre un intrant, c'est l'eau, pour donner un produit, parfois aussi à la filière agroalimentaire. Et avec la numérisation, une fois de plus, nous avons des outils efficaces qui nous permettent de faire les calculs pour changer le paradigme, non plus de consommation de volume, mais d'empreinte de l'utilisation de l'eau. Et nous voyons que peut-être que finalement la consommation agricole n'est pas de 65 ou de 80%, mais tout simplement d'un tiers. Donc c'est la demande un peu d'exprimer autrement ces choses-là. Valérie, oui, pour obtenir des améliorations d'échelle, ceci implique les pays développés et les moins développés, et permettre aux pays plus pauvres à adopter des ressources non conventionnelles. Normalement, ces personnes, et dans l'agriculture surtout, elles ont le soutien des gouvernements, du financement et du système de développement aussi. Mais cela n'est pas suffisant. L'essentiel est de chercher l'engagement du secteur privé, non seulement pour le financement, mais aussi en termes d'expertise, d'innovation et de connaissances. En fait, pour engager davantage le secteur privé, il a fallu changer le texte de financement sur l'impôt sur les revenus. Et maintenant, le FIDA peut financer le secteur privé. Quel est l'objectif? Eh bien, de mobiliser le financement privé des entreprises pour augmenter la création de ressources et d'emplois. Comment le faire? Comment cela va se faire? Quels sont les outils? L'un est, par exemple, c'est le déploiement d'outils financiers pour catalyser les investissements du secteur privé. Nous utilisons le financement et la subvention de projets par le FIDA. Avec le secteur privé, nous pouvons encourager le développement de chaînes de valeur, donc de chaînes logistiques, et des partenariats publics-privés. Et mettre à l'épreuve et déployer des technologies innovantes qui améliorent la performance de la filière.
Alors, pour attirer les investissements du secteur privé, il faut que l'on parle le même langage. Par exemple, il y a une stratégie de créer, tester et déployer plusieurs mesures de génération. Et comme l'a dit M. Vairaramurthy, excusez-moi si je massacre votre nom, qui est un peu difficile pour moi, il y a eu cette allocation du FIDA à l'Institut de gestion international de gestion des eaux, et il y a une publication que je vous recommande sur la récupération et la réutilisation des ressources à partir des eaux usées. Et cette publication a étudié des cas pratiques qui expliquent comment récupérer et qui développent des modèles pour le secteur privé, pour les donneurs, les bailleurs de fonds et pour le secteur public. Ce sont des systèmes qui sont en mesure d'être déployés et largement. Il parle de 6 pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine avec des directives méthodologiques pour l'application et le déploiement de ces technologies. Et cette publication est disponible sur Internet et je vous suggère vraiment. Je souhaitais apporter un volume, mais ça fait 800 pages. Donc voilà, quelle est la page de couverture? Et c'est un projet avec notre institut, mais en collaboration avec une agence de développement suisse, l'Union européenne, la Banque mondiale et d'autres partenaires bailleurs de fonds. Il y a donc cette nécessité de passer, d'être attentif à l'élimination des eaux usagées, mais à son traitement comme une ressource précieuse et pour une utilisation sûre. Merci. Et finalement, Maria, le meilleur quand on parle le dernier, c'est que toutes les idées ont déjà été exposées. Donc si vous me permettez, je vais ajouter quelques idées supplémentaires appliquées notamment au contexte de l'Amérique latine. Et quand j'évoque ce contexte, je vous demande de le comprendre d'une manière générale, parce qu'après chaque pays a ses spécificités et ses dissidences, mais c'est la meilleure manière d'en parler pour ne pas être trop long. Quand nous parlons d'absence de réglementation, en effet, je crois que ce changement de paradigme s'impose une réglementation qui permet l'utilisation et la réutilisation doit s'adapter à la réalité de chaque pays, à chaque situation. Souvent en Amérique ibérique, on a adopté des standards internationaux qui ont rendu très cher ou impossible le développement de ces réglementations. Et très souvent, on n'a rien fait, tout simplement. Je crois qu'il est très important de tenter de s'adapter à chaque situation et à chaque réalité, et d'adopter des standards que l'on puisse accomplir graduellement. Il y a des pays qui ne permettent pas l'utilisation des eaux traitées pour certains emplois, donc l'utilisation possible est très limitée, et cela fait que ce ne soit pas assez rentable ou que ce soit trop cher de traiter l'eau. Ensuite, il faut travailler beaucoup avec les pays. Et ce changement de paradigme, nous le voyons aussi dans l'absence de volonté politique, comme on disait tout à l'heure. Mais travailler avec les gouvernements, qui souvent ne veulent pas prendre de risques, parce qu'il y a des agriculteurs qui n'ont pas l'habitude de payer l'eau. Et maintenant, s'ils vont utiliser de l'eau traitée, cela peut provoquer des protestations que les hommes politiques ne souhaitent pas assumer. Donc il y a ce travail de sensibilisation, de travailler dans l'économie circulaire, de diffuser les avantages. Tu disais tout à l'heure que tu voyais les avantages, il n'y a aucun inconvénient. Il faut transmettre ces avantages et communiquer que c'est une solution et que l'eau n'est pas infinie, que maintenant ils peuvent en disposer, mais qu'il y a beaucoup de défis et beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'elle n'est pas là pour toujours.
Donc, dans la partie réutilisation, je crois qu'il y a une partie politique et on travaille pour un renforcement des institutions et des capacités des gestionnaires publics pour relever ces défis. En ce qui concerne le financement, il y a plusieurs points. Je suis contente de connaître les initiatives qui ont été évoquées par Oriol, mais je crois que ce sont encore des initiatives isolées. Et le secteur privé doit s'engager davantage et pour ce faire, les instruments de combinaison de financement public-privé sont très intéressants. CAF est leader d'un groupe de travail avec FAO, TNC et d'autres organisations pour encourager l'utilisation des eaux usées d'une manière économiquement durable. On l'a expliqué ici plusieurs solutions, nous savons comment le faire et ce qu'il faut faire. Non, reste à savoir maintenant comment s'y prendre. Et donc la réutilisation est essentielle pour la rentabilité du traitement de l'eau et puis il faut tenir compte des coûts indirects comme les coûts de santé publique, de toute la question de la sécurité alimentaire. Donc il y a d'autres bénéfices qui peut-être ne sont pas tellement visibles dans un modèle d'affaires, mais qui pour l'ensemble de la société sont constatables. Finalement, le point de la réglementation de l'application des prix aux ressources récupérées qui ne doivent pas décourager l'investissement privé et la valeur économique de l'eau. Il faut faire savoir aux gens ce que vaut l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des solutions comme l'économie circulaire pour que ce soit durable et qu'il n'y a pas d'autre issue. Voilà. Merci beaucoup de vos commentaires et de vos propositions de solutions. Je crois que nous avons touché bien des sujets dans ces différents modèles et sujets. Nous voyons qu'en Espagne, ils sont assez avancés dans l'analyse des coûts et des bénéfices et qu'on a pu faire des rapprochements entre le Mexique et l'Espagne à divers égards. Ensuite, l'évaluation de la réglementation pour l'aquaculture dans ces hypothèses, puis également la rotation des cultures, la productivité de l'eau, en plus des initiatives en matière d'intrants. Donc, une seule goutte pour des récoltes avec une valeur nutritive. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Vous avez évoqué la réduction de la consommation et également la gestion intelligente. Donc, on se concentre surtout sur l'augmentation de l'offre à partir de ressources non conventionnelles, mais il y a un côté demande aussi, et c'est vraiment très intéressant de réduire la demande des consommateurs et de reconnaître la valeur de l'eau. Donc, l'eau que nous allons produire dans les années prochaines, donc il y a un rapport sur l'eau. Est-ce que nous allons continuer? Maintenant, nous n'avons pas trop de temps, mais je veux donner au public l'occasion de faire des questions ou des commentaires s'ils viennent de pays avec des situations similaires à celles qui ont été présentées ici. Donc, si vous souhaitez vous exprimer, levez la main et on vous apportera un micro volant. Hi, do I have the microphone? I'm Sandy Roger from the... Je suis Sandy Roger du Tollywood College. C'est une faculté d'affaires qui se penche sur l'économie circulaire et notamment sur l'assainissement. Sommes-nous d'accord pour dire que nous devons parler de la réutilisation de l'eau et la réutilisation de ce que nous appelons des déchets humains, les ressources des toilettes, je ne sais pas comment les appeler, parce que ce n'est pas seulement l'eau, les solides, les nutriments potentiels. Je sais que nous parlons d'eau et de ressources non conventionnelles, mais sommes-nous d'accord pour parler de faire une valorisation intégrale du potentiel qui existe dans ce matériel? Comment l'aborderez-vous? Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite répondre? Oui, c'est sûr. Dans les pays en développement, il n'y a pas d'initiative à cet égard. Dans certains pays africains comme le Sénégal, par exemple, on travaille sur la technologie qu'il y a derrière
Et l'année dernière, lors de la conférence sur l'assainissement en Afrique, il a beaucoup promu l'utilisation de ces boues. Ceci avait toujours été considéré comme le dernier des secteurs pour les activités de développement, mais il y a toute une liste d'activités économiques liées à l'utilisation et la réutilisation non seulement de l'eau, mais également des matières fécales. C'est quelque chose qui va être promu, sans doute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Sylvia? Oui, je crois que c'est incontournable. Non seulement l'eau est de plus en plus rare et on doit l'utiliser à plusieurs reprises, mais nous avons besoin également de nourrir une population mondiale croissante et les nutriments des sols s'épuisent. Et l'agriculture et les sols s'appauvrissent. Il faut donc réutiliser les nutriments. C'est comme l'énergie, l'accès à l'énergie constitue encore un problème grave dans beaucoup de pays, comme par exemple en Afrique. Ce sera sans doute un problème d'atteindre les ODD en matière d'accès à l'énergie. Donc il est absolument indispensable de récupérer les nutriments, la matière organique, l'eau et l'énergie à partir des déchets. Tous les trois. Et j'aimerais également parler de ce lien entre rural et urbain, parce que la plupart des déchets se produisent dans les régions urbaines, mais on en a besoin dans les régions rurales. Donc en agriculture, nous avons besoin des nutriments et de l'énergie. Et pour l'électrification aussi, bien sûr. En Israël, nous avons essayé de le faire, bien sûr. Et nous avons rencontré un problème néanmoins. Nous avons utilisé des engrais issus de ces assainissements humains. Nous avons réutilisé l'eau. Il y a beaucoup de paramètres qui sont désormais maîtrisés, mais lorsque nous envisageons l'utilisation des déchets des toilettes sur les champs dans des buts agricoles, eh bien ces engrais, il y a bien des paramètres que nous n'évaluons pas encore. Nous devons réfléchir et penser à la sécurité alimentaire. Il me semble que l'on n'en tient pas totalement compte pour l'instant. C'est quelque chose d'important que nous devrons étudier. Eh bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Pilar Esquinas de Guayuris, l'organisation d'usagers et de consommateurs d'eau. Et en tant qu'organisation, nous sommes très soucieux des pollutions croisées que pourrait engendrer cette utilisation des eaux. Le problème est de savoir qui va se responsabiliser de la pollution des aliments qui pourraient se produire du fait de l'utilisation de ces eaux purifiées. Car nous devenons des clients et en même temps des citoyens qui payent pour utiliser l'eau, mais aussi les richesses engendrées par l'alimentation. Si nous ne pouvons pas, parce qu'il n'y a pas de rapport et nous ne connaissons pas exactement quelle est la répercussion de ce processus que vont subir les aliments en utilisant des eaux issues des stations d'épuration, comme nous avons vu dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions, il n'y a pas une bonne surveillance des stations d'épuration, une bonne gestion. Alors finalement, c'est une bombe à retardement que d'utiliser ces eaux, et surtout que nos plantes et les aliments que nous consommons, eh bien, nous ne savons pas qui sera responsable, si c'est l'agriculteur qui a utilisé l'eau, si c'est l'eau qui gère la station d'épuration, ou si c'est le gouvernement qui a adopté la décision d'utiliser cette eau. Merci. Oui, j'aimerais dire un peu que la responsabilité en Espagne, les responsabilités sont assez claires. Il y a des plans de risque, il y a un système d'autocontrôle et de contrôle d'analyse et de médecine
et qui doivent être faites par les stations d'épuration. Le responsable d'atteindre les niveaux de qualité établis très clairement par les annexes du règlement 1720-2007 pour chaque emploi, de chaque utilisation. Vous avez parlé notamment de l'utilisation agricole. Bien, cela dépend si l'eau est en contact ou non avec la partie comestible. Le type d'irrigation et tout ça détermine des valeurs, des plafonds admissibles qui tiennent compte de deux types de critères microbiologiques et physico-chimiques. Le contrôle de qualité est essentiel et on établit des analyses qui, en fonction de la destination qu'on va donner à l'eau purifiée, sont hebdomadaires, toutes les 2 semaines, ou mensuelles, ou quotidiennes même. Et en plus, on doit atteindre des taux de respect de plus de 90% pour que l'eau soit acceptée comme une eau de qualité qui peut sortir de la station. Donc le responsable de la station d'épuration est responsable des eaux tant qu'il la traite, mais en plus au point de livraison d'approvisionnement des utilisateurs qu'on fait un nouveau contrôle. Et ensuite le responsable de l'utilisation de l'eau est le responsable de garantir la qualité des eaux dont il se sert. Donc il y a des contrôles très importants, non seulement de la part des entreprises ou des responsables des installations, mais il y a un contrôle très important aussi des autorités de santé publique qui, au niveau, c'est une compétence régionale en Espagne, ils doivent établir des rapports contraignants pour les stations d'épuration et de régénération et de garantie de la qualité des eaux issues de ces stations. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, les responsabilités dans le cadre réglementaire espagnol sont très claires. Contrôle de qualité, autocontrôle, analyse à effectuer, tant par les gestionnaires des stations comme par les utilisateurs, qui sont clairement déterminés. Donc, les responsabilités, si jamais il y en a eu, le pourcentage serait très faible, mais s'il y a eu un incident, eh bien, je crois que, du point de vue juridique, les responsabilités sont claires et sont délimitées. Merci. Oui, un petit commentaire. L'FAO a lancé un programme de l'eau et la santé, donc pour voir les implications de la santé publique et les diverses analyses et évaluations à faire pour les diverses approches. L'administration des eaux et de l'alimentation a abordé cette question pour la sécurité alimentaire et on peut utiliser les données du métagénome et pour les garanties de sécurité. Oui, une dernière question du représentant du Kenya et nous finissons la séance. Merci de cette occasion. Je m'appelle Badima Lekoui de la compagnie des eaux de Nairobi et j'aimerais remercier les membres du panel de leurs exposés excellents. J'ai 2 questions très courtes. L'une est pour Shoni. Très impressionnant ce que l'Israël fait pour cette nouvelle frontière du dessalage. Mais je me demande, parce qu'on nous a dit que le dessalage est très cher. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés avec l'osmose et je voudrais savoir quelle est la technologie que vous utilisez pour cette nouvelle frontière et est-ce que cela permettra de réduire les coûts de l'eau dessalée. Ensuite, j'aurais une autre question que j'adresse à Teresa sur la durabilité au niveau des ODD. J'aimerais savoir s'il y a de bons mécanismes de contrôle et d'évaluation, notamment dans les pays en développement, par rapport à où en sommes-nous actuellement au niveau de la durabilité de l'ODD numéro 6 en particulier et de l'ODD numéro 2 également. Merci. Eh bien, malheureusement, 1 minute à chacun si c'est possible, s'il vous plaît, parce que déjà nous avons débordé de l'horaire.
Alors, au niveau du traitement des eaux usées, nous avons dû investir 5 milliards de dollars américains ces 5 dernières années. Ça vient de près du gouvernement, des municipalités, des sociétés de l'eau dans notre pays. Et bon, le secteur privé n'a pas participé. Au niveau du dessalage, c'est différent. Là, nous avons 5 sites de dessalage qui fonctionnent déjà. Il y en a 2 autres qui sont en cours de construction. 1,5 milliard de mètres cubes d'ores et déjà. Et les prix de dessalage sont faibles. Nous avons même été surpris de constater à quel point ces prix étaient faibles. Il est beaucoup moins cher d'utiliser de l'eau dessalée en Israël que de l'eau des aquifères. Bon, je n'ai pas le temps d'en dire davantage maintenant, mais il y a d'autres traitements qui sont beaucoup plus chers. Oui, merci. Je ne sais pas si je peux répondre de façon rigoureuse. Peut-être d'autres collègues appartenant à des organisations internationales peuvent nous aider. Ce que je connais, ce sont les données qui nous disent que nous sommes très loin de parvenir à l'ODD numéro 2 et à l'ODD numéro 6. Nous savons qu'il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim. 24% de la population mondiale est affectée par la faim. Je parle de l'objectif de éliminer la faim. Donc, au niveau mondial, je crois que nous sommes très loin de la réalisation des ODD. Au niveau des ressources, de l'eau, de l'ODD 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, là aussi, je crois que nous en sommes très loin. Il y a des problèmes mondiaux très complexes. Ça dépend bien sûr des territoires, des pays, des zones où nous nous trouvons. Mais sous une perspective mondiale, nous savons que 2,1 millions personnes n'ont pas d'accès à un assainissement qui soit sûr. Nous savons que ce manque d'approvisionnement et d'assainissement sûr affecte 4 personnes sur 10 dans le monde. Par conséquent, nous sommes loin d'être parvenus à l'ODD. Numéro 6, le manque de ressources affecte 1/3 de la population européenne. Et à l'échelon national, par exemple en Espagne, nous savons qu'en 2030, le manque de ressources en eau, la pénurie d'eau, va affecter 65% de la population. Donc, compte tenu des données que nous connaissons d'ores et déjà, malheureusement, nous sommes loin des buts. Mais je pense que nous en avons pris conscience et nous devons assumer ce grand défi. En effet, il semblerait que nous soyons confrontés à une équation impossible. Comment alimenter une superpopulation telle que celle que nous connaîtrons en 2030 ? Il y aura une augmentation de 50% de la demande en ressources. Comment alimenter cette superpopulation avec des ressources qui sont rares, je ne parle pas simplement de l'eau, mais aussi de la terre, et qui sont soumises aussi à des pressions très importantes dans un contexte de changement climatique. Nous savons que l'eau va être de plus en plus rare et que les terres, en raison de la désertification, de l'érosion, etc., va perdre ses qualités de production. Donc nous sommes presque confrontés à une mission impossible. Mais cela ne découragera pas toutes les personnes qui ont décidé de mener cette lutte. Nous œuvrons à plus ou moins grande échelle, mais notre but est de parvenir justement à réaliser ces objectifs. Merci, je vous suggère d'applaudir nos experts. Je vous invite à s'adresser à eux, à vous adresser à eux pendant le déjeuner. Quelques petites annonces, s'il vous plaît. Rendez vos écouteurs en haut des escaliers. Pour ce qui est des restaurants, eh bien, en Espagne, les restaurants ouvrent assez tard. Et vous avez ici une liste de restaurants prêts
de l'endroit où nous nous trouvons. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous rendre à ces restaurants. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons ici dans cette salle 5 minutes avant